Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. En France, un couple sur 4 a des difficultés pour concevoir un enfant. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 30 ans. Les origines de ce phénomène sont d'ordre sociologique, environnemental et biologique. Le parcours pour devenir parent peut alors s'avérer être une réelle épreuve. Stéphane a mené ce long combat aux côtés de son épouse jusqu'à vivre un miracle. Il nous raconte son histoire. Alors donc je m'appelle Stéphane, j'ai 38 ans et donc je travaille dans le monde de la sécurité. Et donc mon histoire avec mon épouse est une histoire un peu particulière parce qu'en fait on s'est rencontrés très jeunes, elle était encore mineure et moi j'avais à peine 18 ans. Et donc on s'est connus quelques mois, voire une petite année en tant que jeune adolescente de son côté et moi jeune adulte. Et on s'est séparés pour des histoires de vie personnelle, d'adolescents classiques, d'histoires classiques. Et on s'est retrouvés à la fin de nos études, moi en BTS et elle en Cagne-Hippocagne. Et pour ne plus jamais se quitter, en fait, moi je l'avais jamais oublié. Je comparais mes autres petites amies à chaque fois à mon épouse actuelle et elle également. Donc du coup on s'est retrouvés pour plus jamais se quitter, comme je vous le disais. Et donc on a vécu une vie assez heureuse depuis notre rencontre. Donc là on est ensemble depuis 2006, donc on est en 2022, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. On a vécu beaucoup de choses, on a beaucoup voyagé et on a été très heureux. On s'est mariés en 2012, qui était le plus beau jour de notre vie. Le 21 juillet 2012, on s'est mariés et on avait décidé en se mariant d'avoir on appelait ça l'acte 2, parce que l'acte 1 c'était les fiançailles, l'acte 2 c'était le mariage. Et au mariage, on avait dit, est-ce qu'on ne réfléchirait pas peut-être pour un acte 3, parce que le thème du mariage c'était le cinéma. Et donc on a laissé l'acte 3 un peu de côté, et on a beaucoup voyagé, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup pris du temps pour nous. Et à l'âge de 27 ans pour moi et 24 ans pour elle, elle s'est dit, j'aimerais vraiment beaucoup être maman. Donc du coup, on a réfléchi. Bon, moi, j'étais pas prêt, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont jamais prêts. Et quand une femme veut quelque chose, en général, elle l'obtient. Mais plaisanterie à part, j'étais également moi assez motivé pour être papa. Je me sentais peut-être pas encore totalement prêt, mais bon, je l'ai suivi dans cette envie-là. Et donc, on s'est lancé dans le monde de vouloir concevoir un enfant dans ce combat pour certains, dans cette facilité pour d'autres. Et donc on a essayé plusieurs mois, premier mois, deuxième mois, ça venait pas, troisième mois, ça venait pas. Et puis on a essayé une petite année. Et au bout d'une petite année, on a eu le bonheur et l'insouciance de se dire ça y est, c'est bon. Et elle est tombée enceinte naturellement, sans problématique particulière, au bout d'une petite année, ce qui était déjà très long pour nous, mais qui était en fait normal. Et donc elle est tombée enceinte, et donc là on a eu, a posteriori, je dirais l'erreur d'en parler à tout le monde, rapidement, du coup de se projeter très vite, de faire le salon du bébé très vite, d'acheter déjà des petites choses très rapidement. Et puis on a malheureusement eu aux alentours de 2 mois et demi la perte je dis de ce bébé parce que ça reste pour moi, à partir du moment où il est conçu, c'est un bébé. Donc elle a malheureusement fait une fausse couche à 2 mois et demi et on l'a très 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 mal vécu, puisque pour nous on se projetait déjà avec une chambre d'enfant, avec des jouets, avec un enfant à élever. Et donc ça a été très compliqué à assumer, à vivre.
pour ma femme, bien entendu, puisque c'est elle qui le porte. Pour ma femme, ça a été très très dur. C'est très compliqué parce qu'on est dans une génération où on nous demande très vite, à partir d'un certain âge, bon alors c'est quand que tu nous fais un enfant, c'est qu'on nous pose vite des questions et pourquoi toujours pas, pourquoi vous profitez de la vie au lieu de construire une famille, alors que vous venez de vivre une situation compliquée et on vous remet dans cette situation-là. Et donc on a essayé de passer cette étape, d'encaisser le deuil de la perte d'une grossesse, on va dire, qui a été compliquée. Et on s'est remis quand même assez vite à vouloir réessayer. Et là, on a réessayé pendant des mois et des mois, des années. Au bout d'un an et demi, où il n'y avait plus rien, ça ne fonctionnait pas. On a essayé plusieurs techniques que vous pouvez trouver sur des positions, sur des aliments, sur des régimes pour moi, par exemple, etc. Et en fait, ça venait pas. Donc mon épouse, on a parlé avec sa gynécologue qui nous a fait faire des tests, un spermogramme pour moi et des tests pour elle. Et on n'avait pas de problème particulier. Mais comme ça faisait déjà 2 ans qu'on essayait et que un peu plus de 2 ans et que ça ne venait pas, on a pu faire des inséminations artificielles. Donc des inséminations artificielles dans le bureau du gynécologue. On en a fait 6. 6 inséminations artificielles qui n'ont donné aucun résultat. Donc je vous parle pas du découragement qu'on a eu, de la tristesse, de tous nos copains. Ce qui a été très dur, c'est que tous nos amis sont vite tombés enceintes ou ont vite eu des enfants autour de nous, dans les périodes où elles devaient accoucher, notamment du premier. Et du coup, ça a été très dur à encaisser que nous, de notre côté, on n'avait pas. Et que tout le monde a été très heureux pour tout le monde. Mais c'était difficile pour nous de se dire pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas. Et donc après les inséminations chez le gynécologue, et qui ne fonctionnaient pas, donc là je vous passe des mois de tristesse, chaque fois qu'on faisait une insémination, l'attente de savoir le résultat, de savoir si ça avait fonctionné, si ça avait accroché chez les gynécologues, qui à chaque fois nous disaient ben non, ça n'a pas fonctionné, les règles qui arrivaient, etc. Donc tout ça, c'était difficile à vivre. Et donc, au bout de 6 inséminations, notre gynécologue nous a conseillé d'aller à la clinique Saint-Michel à Toulon pour réfléchir à un protocole de FIV. Sauf que moi, la FIV, je ne connaissais pas du tout. Je savais parce que, enfin, mon épouse non plus, on en entend tous beaucoup parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc, en fait, on a fait une FIV qu'on appelle ICSI. Donc, c'est une FIV qui qui est la plus performante, on va dire, pour permettre aux couples qui ont du mal à avoir des enfants d'arriver à avoir un enfant, c'est-à-dire qu'en fait vous faites des ponctions d'ovocytes et ensuite ils inséminent les spermatozoïdes du papa directement dans l'ovocyte à l'intérieur. Ils le mettent en culture pendant 48-72 heures et ensuite ils le réinjectent dans le corps de la maman, de la dame, pour essayer que ça s'accroche et que le bébé arrive. Et donc on a suivi ce protocole, qui est un protocole, donc c'est pour ça que je trouve que le témoignage est bien pour les parents qui ont du mal à avoir des enfants. Il faut savoir que le protocole de FIV est très dur, c'est un protocole qui est quand même lourd pour la dame. C'est des piqûres d'hormones dans le ventre assez régulièrement. C'est un protocole assez difficile, mais moi, mon épouse avait une envie viscérale d'avoir un enfant. Et comme on n'avait pas de problèmes médicaux particuliers et que ça devenait très long, on était obligé de passer par ça. Donc on a fait une première FIV qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que l'embryon ne s'est pas accroché. En fait, pour vous expliquer, donc les hormones, là, on fait donc des piqûres d'hormones assez régulières. Ensuite, il y a une ponction. Mon épouse passait donc au bloc pour qu'on récupère les ovocytes. Et en fonction du nombre qui est récupéré, ils pouvaient en inséminer 1, 2, 3 ou 4 en fonction de ce qu'ils avaient récupéré. Et donc la première, ça n'a pas fonctionné. Quelques mois après, on a pu faire une deuxième qui là a fonctionné et qui, du coup, mon épouse est tombée enceinte donc pour la deuxième fois. Et donc là, on était les plus heureux du monde. Ça a été extraordinaire puisque là, cette fois, on avait compris le fait de n'en parler à personne, etc. Donc on a tenu très longtemps. On a attendu donc l'échographie des 3 mois. La première échographie des 3 mois, tout allait bien.
chez son gynécologue. Et du coup, elle avait rendez-vous. Non, pardon, chez son gynécologue. Et elle avait rendez-vous avec l'échographe. Et au moment où elle arrive chez l'échographe, elle a perdu du coup du sang. Et donc, on a subi la deuxième fausse couche, qui celle-là était beaucoup plus compliquée à encaisser que la première. Parce qu'autant la première, on ne savait pas ce que c'était, on avait eu la chance d'avoir tout de suite, enfin au bout d'un an, un bébé naturellement. Là, avec les protocoles médicaux, etc., nous, dans notre tête, ça devait fonctionner. Il n'y avait pas de raison médicale que ça ne marche pas. Donc là, en plus, on tombe enceinte. Et quand on est en FIV, on est censé avoir un bébé qui tient qui tient mieux, normalement, de ce qu'ils nous disent. Et donc là, le fait, quand elle passe les portes de l'hôpital et qu'elle va pour faire son écho et que du coup, elle perd du sang, ça a été très compliqué à assumer. Donc elle a vécu la deuxième fausse couche plus douloureuse parce qu'on était à 3 mois. Donc beaucoup plus difficile. Qui nous a fait prendre une pause pendant quelques mois. Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on laisse tomber? Est-ce que voilà, beaucoup de questions. Et ces moments-là, je dis toujours ça parce que c'est important. Ces moments-là, c'est là où on voit que votre couple est fort ou il est pas fort. Nous, on a eu la chance d'avoir un couple qui est fort parce qu'un couple qui est un petit peu faible, ce genre d'épreuve vous sépare très vite et vous séparer de manière également forte assez rapidement. Et donc là, c'est là qu'on a vu que nos liens se sont resserrés, on s'est rapprochés grâce à cette épreuve. Et on a pu traverser ça ensemble tous les deux. Parce qu'en général, le papa est un petit peu éloigné. Moi, en plus, je partais beaucoup en déplacement pour des raisons professionnelles. Donc, du coup, c'était difficile pour elle de gérer ça à la maison. Donc, j'étais vraiment très impliqué, malgré mon travail là-dedans. Et donc, on a laissé tomber, après cette deuxième fausse couche, pendant quelques mois. Mais mon épouse, son envie était tellement viscérale que je ne me voyais pas lui priver du plus grand bonheur qu'elle pouvait avoir dans sa vie. Donc on a fait 2 autres FIV, une qui n'a pas fonctionné, et la dernière, la ponction qu'elle a faite, n'a pas fonctionné non plus. Ça veut dire qu'ils ont récupéré 0 ovocyte. Donc là, on était désespérés. Il ne nous restait plus qu'une seule chance légale de pouvoir faire des FIV en France. Ensuite, il fallait partir en Espagne ou dans d'autres pays pour pouvoir le faire. Donc là, ça devenait très compliqué. Et les protocoles de FIV, les hormones qu'on injecte aux femmes, c'est pas rien du tout. Ça commençait à lui faire... on commençait à s'inquiéter parce que c'était un protocole assez lourd. Moi, je suis admiratif de mon épouse depuis toujours, mais là, depuis ces épreuves-là, vraiment... de manière très importante parce qu'elle a vécu et elle a subi des choses que moi-même j'aurais jamais fait, que moi-même je n'aurais pas supporté parce que ce sont des procédures très lourdes. Et donc là, moi j'ai pris la décision après la dernière FIV, la dernière ponction qui n'a pas fonctionné, qu'on arrête tout pour la protéger elle, pour faire que son corps ne subisse pas non plus trop de désagréments futurs parce qu'on ne sait pas en fait forcément les hormones ce que ça peut donner dans l'avenir. Et donc je lui ai dit, on arrête pendant 1 an, on fait 1 an de pause, ton corps se repose, et puis il a une activité professionnelle qui est très prenante. Donc du coup, on ne peut pas tout gérer, c'est pas possible. Donc on se pose pendant 1 an, et on verra plus tard. On verra ce que ça donnera. Est-ce que naturellement ça fonctionnera? Parce que ça avait marché une fois naturellement. Donc peut-être que naturellement, c'est pas un miracle. Et donc on a eu l'opportunité de stopper ça, alors que le gynéco qu'on avait pour les FIV était très professionnel et très à l'écoute, et il aurait accepté de refaire un protocole assez rapidement, mais il a très bien compris qu'on arrêtait. Donc j'ai décidé qu'on arrête une petite année. Bon, je vous cache pas qu'on a tenu 6 mois. Et au bout de 6 mois, mon épouse qui me dit je peux plus, il faut absolument qu'on s'y remette, etc. On a eu une grosse discussion. Et en fait, le jour de cette discussion-là, elle ne m'avait pas dit, mais elle avait du retard, en fait. Et en fait, elle avait du retard quand on avait cette discussion. Et en fait, on a eu la bonne nouvelle d'apprendre qu'elle est tombée enceinte naturellement. Sans FIV, sans insémination, sans protocole particulier, juste le fait de se détendre et de penser à autre chose. Et alors c'est un miracle extraordinaire, hein, puisqu'on n'a rien fait de particulier, on n'avait pas fait de régime particulier,
On n'avait pas fait de session de concentration particulière. Et en fait, elle est tombée enceinte naturellement, sans y penser, alors qu'on avait vécu des procédures pendant 5 ans de FIV, d'insémination, de procédures médicales assez lourdes. Et elle est tombée enceinte naturellement d'un bébé qui est né 9 mois après, le jour des 9 mois, à terme, à 3,340 kg, 50 cm, qui est le bonheur de ma vie. Et, et donc, en fait, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher, ça veut dire que c'est possible. Donc j'en suis encore ému parce que c'est un parcours du combattant, un parcours qu'on n'imagine pas et qui est assez lourd. Euh, mais en fait, si j'ai un message à passer aux gens qui ont des épreuves du même style que ce que nous, on a vécu, en fait, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Il y a beaucoup de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, entre guillemets, en vous disant « vous n'y arriverez pas ». Laissez tomber, voyager, profiter de votre vie, etc. Mais en fait, à partir du moment où vous avez décidé que ça marchera, je pense que le gros du travail, il est psychologique. Il faut arriver, et ce qui est très dur quand on veut avoir un bébé, et surtout pour la maman, il faut arriver à déconnecter. C'est-à-dire, il faut arriver à se dire, à penser à autre chose. Sauf que quand on a viscéralement envie de l'avoir, moi, ma femme me disait toujours, j'arrive pas à penser à autre chose parce que c'est mon objectif de vie. Et donc, si on a la possibilité d'avoir une activité professionnelle qui nous fait penser à autre chose, de partir en voyage, de faire d'autres choses, et qu'on n'a pas de problèmes médicaux particuliers, il faut tout faire pour le tenter naturellement, parce que la preuve en est que moi, ça fonctionne. Ça a fonctionné. Mon petit, il vient de fêter ses 3 ans, il est en pleine santé, tout va bien, je touche du bois. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours y croire, parce que tout est possible, même avec des spermogrammes compliqués. Même avec des histoires compliquées, on y arrive. Il y a quelque chose d'important également, c'est que cette épreuve, comme je disais, c'est quelque chose qui nous a rapprochés, puisque on a vécu dans des épreuves de paix, de deuil et de désespoir, etc. Mais il y a bien entendu des périodes où on n'était pas du tout d'accord parce qu'elle voulait absolument continuer et absolument... Puis j'ai une épouse qui est très têtue, comme moi d'ailleurs. Et donc du coup, quand elle veut quelque chose, elle ne le lâche pas. Et moi, j'étais plutôt du style à dire on abandonne, on arrête. Je veux te protéger toi, si on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas. C'est pas grave. On a la chance de travailler tous les deux, on a la chance de pouvoir voyager, on a la chance de pouvoir vivre. On était en bonne santé. On était quand même assez jeunes. J'avais quand même à peine 30 ans, donc, enfin 32 ans. Donc je trouvais que c'était dommage de s'acharner. Si la nature faisait que ça venait pas, ça venait pas. Et elle, pas du tout. Et donc en fait, moi je l'ai beaucoup suivi, je l'ai beaucoup soutenu, mais j'étais pas d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle faisait des protocoles, à chaque fois le soir quand je la voyais faire ses piqûres, à chaque fois je me disais mais pourquoi on s'impose ça en fait, alors qu'on va bien. Et donc, je l'ai soutenu. Et je pense que le fait de prendre la décision d'arrêter, parce que en fait, quand on fait ce qu'il faut savoir quand on fait des FIV, c'est que les ponctions, qu'on vous fait les ponctions, ne sont pas forcément faciles. C'est une opération, donc c'est sous anesthésie générale. Et moi, ma femme faisait ce qu'on appelle des hyperstimulations. Ce qui fait qu'en fait, comme elle était très stimulée par les hormones, elle faisait de l'hyperstimulation, donc ça veut dire que pendant 48 heures, elle ne pouvait plus marcher, elle pouvait plus... c'était très très compliqué, elle était vraiment attaquée physiquement. Donc moi, de voir ma femme se mettre dans des états comme ça pour avoir un bébé, j'étais en colère en fait. Et donc je pense que la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est justement de lui dire on arrête, on stoppe, et on voit ce que l'avenir nous fera, ce que le monde décide de nous donner. Et comme je suis assez... on va dire, croyant sur la volonté, sur la force psychologique, je me suis dit, si on y croit fort, il n'y a aucune raison, si médicalement il n'y a pas de problème, qu'on n'y arrive pas. Voilà, donc je reste... j'ai pas beaucoup de fierté dans ma vie. La plus grosse fierté, celle-là, c'est d'avoir insisté, d'avoir arrêté, de pouvoir le faire naturellement. Après, je ne sais pas demain, si on veut en refaire un, ce que ça va donner. Mais en tout cas, là... on a subi une situation et on s'en est sorti tout seul avec nos petits bras, donc c'était quand même pas mal. Après, on a été beaucoup aidé aussi par
différentes procédures. Les fausses couches, en fait, ma femme n'avait pas travaillé dessus. Elle les avait toujours gardées à l'intérieur d'elle. Euh, et du coup, je pense aussi que tant qu'elle n'était pas libérée de ces fausses couches, elle ne pouvait pas avancer sur une prochaine grossesse. Et donc, elle a fait une technique qu'on appelle l'EMDR, qui est une technique qui est faite pour les traumas à la base de l'armée américaine et qui est faite pour tout ce qui est traumatisme euh, quelconque. Et donc, ça a vraiment bien fonctionné sur elle. Et ce qui veut dire que là, elle peut se souvenir de ces fausses couches-là, sans être dans un état de tristesse incroyable. Et ce qui fait qu'aussi elle a pu se permettre de se libérer et de se projeter sur un nouveau projet. Voilà, donc c'était la bonne décision, je pense. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu la chance donc d'avoir notre petit qui est né le 27 juin 2019. Euh, à 9 mois, son terme était le 27 juin, donc en fait il a décidé de sortir le jour qu'il avait décidé, et puis quand je vois le caractère qu'il a, ça ne m'étonne pas. Mais en fait, la grossesse a été une épreuve incroyable pour moi, personnelle. Euh, Ma femme a vécu une grossesse parfaite, sans problématique quelconque, sans douleur particulière. Elle a senti le bébé très vite. Elle a vécu sa vraie grossesse, son rêve, ce qu'elle avait toujours voulu, elle l'a vécu vraiment. Et moi, à côté, j'étais monsieur stress, ce qui n'est absolument pas bon pour une femme enceinte. C'est-à-dire que moi, qui savais... En fait, moi, je fonctionnais par étapes. Premier écho, c'est bon, il a rien, tout va bien, ok. Deuxième écho, c'est bon, il a rien, tout va bien, ok. Troisième, c'est bon, il a rien, voilà. Et je fonctionnais par étapes. Je n'ai voulu me réjouir qu'au moment où je l'ai eu entre mes bras, en fait. Parce qu'en fait, je voulais pas y croire. Parce que je me suis dit, si jamais on a le malheur d'avoir une autre problématique, dans quel état je vais devoir récupérer mon épouse, et moi, comment je vais le vivre. Et donc, en fait, je me suis réjoui, et je pense que j'ai réalisé vraiment honnêtement, que quand j'ai fait le contact peau à la maternité, une fois qu'il est sorti. Parce qu'en fait, j'étais en stress total de tout ce qui pouvait se passer, vu ce qu'on avait vécu avant. La moindre petite douleur ou le moindre petit couac, je pense qu'on prenait un abonnement aux urgences de Toulon assez régulièrement, parce que si vous faisiez des abonnements, je prenais la carte d'abonné tout de suite, parce que vraiment, j'étais paniqué. Alors que c'était une grossesse normale, tout allait bien. Mais voilà, donc si moi j'ai un conseil à donner aux parents, et notamment au papa, c'est plutôt de soutenir la maman, plutôt que de la stresser. Et plutôt que notre stress le reporter sur nos amis ou des questions à côté. Mais une femme enceinte, il faut pas l'embêter. Mais je pense que ça se comprend vu ce qu'on avait vécu. J'avais pas envie d'avoir une nouvelle déception. Donc voilà. Et c'est ce qui me fait d'ailleurs hésiter à faire un autre enfant, c'est ça. C'est le fait de qu'est-ce qui, comment on pourrait supporter le fait d'avoir une autre épreuve alors que tout va bien maintenant, de se remettre dans des épreuves. Voilà, c'est mon problème actuel. C'est vrai que notre enfant à l'heure actuelle est très chouchouté et je pense on se soucie de tout ce qui peut se passer par rapport au fait qu'il était vraiment ultra désiré. C'est pas bon parce que forcément il est très gâté. Ce qui est, voilà, on essaye de faire les choses normales, mais il est très gâté, mais parce qu'en fait il a été tellement désiré que la moindre chose effectivement nous inquiète. Alors je pense que je fais partie des papas stressés. Effectivement, s'il y a une catégorie, moi je suis dans la catégorie papa stressé, c'est-à-dire qu'il a 37,2, je vais aux urgences. Mais, mais non, plaisanterie à part, je fais partie des gens qui sont conscients tous les jours de la chance qu'on a d'avoir un enfant. Parce que j'ai des couples autour de moi qui passent les épreuves que j'ai vécues. Et donc j'essaye de les aider, de leur donner des conseils, etc. Et donc je me rends compte en fait de la chance que la nature ait pu nous apporter ça avec les problématiques qu'on a eues avant. C'est quand même extraordinaire. Moi, c'est mon miracle du quotidien. Mais effectivement, je suis très... Et ma femme aussi, hein, c'est la prunelle de nos yeux, quoi. On en prend soin, même trop. On est trop attentionné, on le surveille trop, on fait trop attention à ce qu'il fait. Mais je pense que ça vient de là.
mon message et mes conseils pour les autres parents, ils sont assez simples. Je résumerai sur le fait de ne rien lâcher et que je suis moi l'exemple que c'est possible. C'est-à-dire que moi, pour ne pas rentrer trop de détails non plus, de ma femme ou moi, j'étais celui qui avait le petit problème. J'avais un spermogramme qui n'était pas extraordinaire par rapport à d'autres couples. Il y a des couples où c'est différent. Nous, sur les deux, celui qui avait le petit problème, c'était moi. C'était pas un problème médical incroyable, hein, ça, c'était pas, voilà, mais ça, quand on est dans une recherche, quand on fait des FIV, on cherche en fait c'est d'ailleurs un problème psychologique, ça de chercher le fautif. Parce que derrière, après, on peut se sentir fautif. Mais donc, c'était moi. Donc, même avec un spermogramme qui n'est pas fou, parce que les téléphones portables dans les poches, parce que pour plein de raisons différentes, je pense qu'on a tous une qualité de spermatozoïde qui est moins bonne que l'époque de nos parents. Même avec des petits problèmes, on y arrive. Donc, ça veut dire que tout est possible. Il suffit juste d'y croire. Et donc, moi, c'est ce que je dis à tous les couples qui sont autour de moi, c'est de ne pas abandonner et de ne pas s'acharner, en fait. Si le protocole médical est suivi dans les temps, etc., et que ça fonctionne, c'est tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas et qu'on n'a pas de problème, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Si ça a marché une fois naturellement, en fait, et qu'on a malheureusement perdu, c'est que c'est la nature qui a décidé parce qu'il y avait peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas garder. Il faut persévérer, parce que si ça marche une fois, ça marchera 2 fois. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!